OVOC, l'émission qui vous parle d'occitan en Auvergne et de langues minorisées en général, sur Radio Campus. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'OVOC. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Laurent Boitias, qui est président de l'Institut d'études occitanes du Puy-de-Dôme. Bonjour Laurent. Bonjour. Et nous allons parler justement d'un événement unique dans la vie de l'Institut d'études occitanes, qui, je rappelle, est l'association occitaniste du Puy-de-Dôme, qui est sa fête d'anniversaire des 50 ans. C'est cela. Voilà, car l'association est née en 1974, du coup, logiquement. Exactement. Voilà. Laurent, est-ce que tu veux te présenter plus amplement ? Oui, donc moi je m'appelle Laurent Boitias. Je suis le président de l'association IO 63. Ça fait déjà 3 ans maintenant, mais je suis adhérent depuis peut-être 2008, donc ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant. Et voilà, la chance de travailler avec les collègues sur ce beau sujet de la défense et de la valorisation de la langue régionale du pays, l'Occitan d'Auvergne. Donc on est une association dont le siège est à Clermont, mais avec des adhérents qui sont un peu partout dans le Puy-de-Dôme, sachant qu'il y a historiquement quand même une concentration un peu importante sur Clermont et Thiers, mais on élargit un peu la base des adhérents, on est maintenant une petite 60aine, et on espère être de plus en plus grâce à des émissions comme celle qu'anime Maël, bien sûr. Eh ben merci. Est-ce que tu as envie de détailler un peu pourquoi tu t'es mis à l'occitan qui est possible. Ouais, qui est possible. Oh, comme on t'avait, quoi. Ça remonte à vieux, tout ça. Oui, parce qu'en 2008, moi j'avais 8 ans. Donc, ça y est, t'as pas moins veille que tu es, hein, ça, Bi. Ouais. Alors, moi, c'est marrant, j'y réfléchissais ce matin parce que je me doutais que tu me poserais la question. Alors en fait, moi, depuis tout petit déjà, j'ai toujours été très intéressé par les questions d'ethnologie. Quand j'étais petit, je tenais des petits cahiers avec des listes de tribus en Afrique, en Asie. Là, je faisais des petits carnets avec des listes de langues dans le monde. Et puis, ça m'a toujours botté, ces histoires de culture... de culture et de culture non majoritaire, de culture minorisée, culture minoritaire. Et puis un jour, je pars en vacances et on visite avec mon père et mes parents le musée Savoyard. On devait être à Grenoble. Et je devais avoir 11 ans, 12 ans. Et d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait et que je trouvais très exotique ailleurs, en fait, on pouvait aussi ressentir des éléments de culture très forts qu'on n'avait pas l'habitude de côtoyer et pourtant qui venaient de France. Et donc, j'ai commencé un peu à m'intéresser à cette culture par un biais un peu ethnologique. Et puis surtout, je me suis mis à la musique. Je me suis mis à la vielle à roue un peu par défaut. Au départ, je voulais faire de la cornemuse écossaise. Je voulais un truc qui fasse du bruit. Puis en fait, j'ai pas trouvé de prof, étonnamment. Et donc, je me suis mis à la vielle par défaut. Puis j'ai commencé à faire de la musique trad d'Auvergne. Et puis j'ai commencé à jouer de l'accordéon. J'ai commencé à chanter. Et puis ce petit virus de la culture régionale a martitillé. Et alors que j'étais peut-être en première année d'études à Limoges, je suis allé voir un certain Pierre Rimbaud qui pendant très longtemps avait fait des cours de patois d'auvergnat à Ambert. Et j'ai fait mon premier collectage avec Pierre Rimbaud, ça devait être en 2004 peut-être. Et là, j'y ai pris goût. Et quand je suis revenu, puis j'ai aussi rencontré des gens à Limoges qui m'ont vraiment donné goût à la culture occitaniste. Je remercie notamment Magali Huros, qui est une amie très chère et qui est vraiment quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier. Et quand je suis revenu après mes études, j'ai fait mes études à Limoges, Grenoble, Tours, et j'ai décidé de m'y mettre. Et donc j'ai commencé à suivre les ateliers Didier Grange à Clermont. Ateliers qui sont toujours assurés par Didier d'ailleurs les vendredis soirs. Dont on a parlé d'ailleurs la dernière fois avec Étienne. Tout à fait. Et ensuite les ateliers avec Josiane Guillot à Thiers. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment me mettre à apprendre vraiment la langue. Et par un stage du CFPO dont tu as peut-être déjà parlé, Maël, je ne sais pas, le CFPO. On a fait l'émission d'août qui est sur les volcaniques et le stage du CFPO. Ouais. Je suis bête, bien sûr. Et c'est dans le cadre d'un stage du CFPO avec Christian Ambelier qu'un jour je me suis mis à l'oral. Je me suis lancé. J'avais commencé à accumuler plein de trucs, mais je n'osais pas parler. Et avec Christian Ambelier, un jour, ça a débloqué.
C'était un samedi. Et un samedi, j'ai commencé à parler. Je me suis rendu compte que j'étais en capacité de parler plus ou moins bien, mais en tout cas, d'un coup, il y a eu comme une marche. Et puis voilà, je me suis plus arrêté, j'ai commencé à faire plein de collectages parce que étonnamment on se rend compte qu'en cherchant un peu on trouve encore plein de gens qui parlent et des gens qui parlent parfois pas mal, voire bien. Et ça c'est un truc qu'on n'imagine pas quand on connaît pas le sujet, mais quand on s'y met on se rend compte qu'il y a plein de gens en fait qui causent et qu'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est pas une langue encore morte. Bah merci. Effectivement, maintenant tu es fanat de collectage on peut dire. C'est toi qui en fais certainement le plus dans l'asso d'ailleurs. Il y a aussi ton père d'ailleurs qui en faisait des collectages. Alors mon père, peut-être que certains connaîtront parce que c'est quelqu'un qui est éditeur et qui a écrit pas mal de bouquins. Alors lui, c'est un passionné de moulins. C'est un passionné de moulins et quand il a été étudiant, il a fait des études en linguistique, en allemand notamment. Il avait un module qui a fait qu'il a aussi travaillé un peu sur les questions de langue régionale et il avait fait un peu de collectage dans les années 74-75. Alors lui, dans le Livradois, sur les pentes du Forez, donc Livradois mais côté Saint-Pierre-la-Bourlione et en fait, il a encore des cassettes qui sont de bonne qualité qu'on a numérisées il y a pas longtemps. Alors là, c'est génial parce qu'on entend des gens qui sont nés au siècle qui sont des fins du 19e et qui parlent avec une langue magnifique, quoi. Et je peux vous dire que c'est clairement d'occitan, quoi. Le patois de Saint-Pierre-la-Bourlione, ça sonne trop bien. C'est très bon. C'est où Saint-Pierre-la-Bourlione ? Saint-Pierre-les-Bourliones, tu vois, entre Ambert et Thiers, tu as des villages comme Vertolaye, Oliergue, et en fait, c'est à l'est. C'est sur les pentes du Forez, mais encore côté Auvergne. Et donc, c'est vraiment dans ce coin. C'est pas très loin d'Ambert, en fait. D'accord. Dans les montagnes. Ok. Du coup, ensuite, forcément, tu es venu à l'IO, comme tu disais. C'est ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours jusqu'à maintenant dans l'IO ? Parce que tu as pris de plus en plus de fonctions, en fait. Disons que au départ, j'ai surtout été consommateur, j'allais dire, d'ateliers. Et puis petit à petit, on a bien sympathisé avec Josiane Guillot, qui a été présidente, la présidente qui a duré le plus longtemps, d'une certaine manière. Josiane, on en parlera peut-être, a été présidente 17 ans. Ah bah oui. Et donc on a bien sympathisé. Et puis petit à petit, j'ai eu envie de l'aider. Donc j'ai été à un moment trésorier. J'ai dû faire, je sais pas moi, 5, 6 ans, 7 ans peut-être en étant trésorier. Et puis un jour, Josiane m'a dit, bon, écoute, ce serait pas mal que je passe la main. Et donc je me suis dit, c'est le moment. Dans ma vie, j'avais davantage de temps à y consacrer. Mes enfants étaient un peu plus grands. J'avais vraiment le goût à ça. Ça m'obsédait. Et je me suis dit, c'est le moment de le faire. On verra combien de temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je le fais avec beaucoup d'engagement et de plaisir. Et oui, Josiane aussi, qui en plus d'avoir été présidente à l'IO 63, est aussi conteuse. Tout à fait. Et a sorti un livre qui s'appelle Fun. Et qui écrit aussi des poésies dans la galipote. Oui. Et elle est en train de sortir un nouveau livre dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Mais c'est pas Fun à 2 ? Non. Ah non, d'accord. Non, il s'appelle pas comme ça. Il va sortir aux éditions de l'IO National. Je ne sais plus son nom, mais on en parlera peut-être à l'occasion avec Josiane. Bah oui, je pourrais l'inviter, effectivement. C'était prévu. Super. Est-ce que du coup, maintenant que tu as parlé surtout de ton parcours, tu pourrais nous parler un peu plus de l'histoire de l'IO, peut-être en général pour un peu avoir une vision un peu globale, puis de l'IO évidemment plus spécifiquement celui du département ? Oui. Alors je pense que tu as déjà pas mal parlé des mouvements occitanistes dans des émissions précédentes, donc je vais pas faire l'histoire, d'autant plus je pense que tu la connais au final mieux que moi. Tu as peut-être un peu plus creusé le sujet. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'IO 63 s'inscrit dans ce grand mouvement de développement et de défense des cultures régionales qu'il y a eu après mai 68, avec d'une certaine manière un passage d'une défense des cultures minoritaires qui était peut-être un petit peu plus bourgeoise, un petit peu plus de droite, petit à petit, même si l'histoire de l'IO est quand même liée à la résistance et plutôt des mouvements de gauche. Et ça a été un grand moment... Juste pour rappel... l'IO national a été créé en 1945, mais l'IO départemental seulement après. C'est ça. Et c'est vraiment dans ce grand mouvement de développement de lutte pour le Larzac, par exemple, que s'inscrit un peu le développement de cette association qui a donc été créée en juin 1974, même année que ses consoeurs IO Cantal et IO Haute-Loire, créée par Roger Tola, qui viendra d'ailleurs, on en parlera peut-être, mais qui viendra pour nos 50 ans témoigner justement de la création de l'association, parce que concrètement, c'est lui qui a signé les premiers papiers en préfecture pour déposer les statuts.
C'est le premier président de l'IO d'ailleurs. Exactement. 63. Tout à fait. Et il est encore là, et il a envie de venir témoigner, donc on en est ravis. Roger Tola, c'était un enseignant à la fac de Clermont qui enseignait l'occitan, plutôt l'occitan languedocien, et qui est un grand connaisseur des troubadours, notamment des troubadours d'Auvergne, qui a sorti plusieurs bouquins là-dessus. Il me semble qu'il a sorti 3 bouquins, un par département, une anthologie des troubadours de chaque département auvergnat. Interamen, Kiko. Exactement. Et voilà, donc cette association a été déposée à la préfecture en juin 74, avec comme vice-présidente Marie-Jeanne Virmont-Hérillier, Christian Hérillier, que certains ont peut-être connu, qui nous a quittés il y a quelques temps, le pauvre Christian, et puis aussi Philippe Marmy, que certains connaissent aussi sans doute, il est encore assez actif dans le milieu occitan, il était tout jeune à l'époque. Et on peut le voir d'ailleurs sur YouTube, seulement en tapant Occitan Auvergnat. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai entendu la langue en m'y intéressant, où il parle sur France 3 en occitan du coup. Exactement, parce que Philippe a été longtemps, a fait une carrière de journaliste, notamment à France 3. Tout à fait. Voilà, donc cette association, elle a eu un peu des soubresauts, mais que je ne connais pas forcément, justement. C'est un peu l'objet des 50 ans, c'est que les vieux de la vieille de l'association nous racontent un peu mieux l'histoire, notamment le matin. Donc je ne pourrais pas vous en parler dans le détail. Je n'ai jamais pris le temps, en fait, d'en discuter longuement avec les gens. Mais voilà, il y a eu une succession de présidents, certains qui sont restés très peu de temps, d'autres qui sont restés très longtemps. Ça n'a pas toujours été une histoire facile, hein, comme toute association, comme tout petit milieu. Il y a eu parfois des relations humaines un peu tendues, parfois des moments où ça allait très bien. Et voilà, quand il suffit simplement de regarder un petit peu le déroulement des présidents pour qu'on sente très bien les moments où l'association était un peu stable, des moments où au contraire il y avait un peu plus de tension. C'est assez intéressant de refaire l'histoire. Mais moi j'attends surtout d'entendre les commentaires et l'histoire racontée par ceux qui l'ont faite pour les 50 ans. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on va faire pour fêter ces 50 ans de l'IO 63 ? Puisqu'on a déjà fêté les 50 ans de l'IO Cantal. Nous y étions ensemble. Et oui, et j'ai enregistré une émission d'ailleurs tout de suite après où j'étais très fatigué. Et donc, qu'est-ce qui va se passer du coup ? Quand ça va se passer ? Où ça va se passer ? Dis-nous tout. Alors, ça va se passer sur toute une journée et une soirée à Clermont le 19 octobre prochain. Donc c'est un samedi. Et on le fait à Clermont parce que historiquement, hein, le siège de l'IEO est à Clermont. Il y a eu beaucoup d'activités à Clermont, même s'il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise. Et on navigue entre deux sites qui nous sont chers. Le premier, c'est le centre Jean Richepin, où on a nos statuts depuis les années, où on a notre siège depuis fin des années 90, me semble-t-il, qui est donc le lieu où aussi se déroulent les ateliers de Didier Grange. Ouais. C'est aussi là où on fait parfois nos CA ou nos AG quand on les fait en présentiel. Et donc voilà, ce centre associatif, il est important dans notre fonctionnement quotidien de l'association. Et puis, on va aussi naviguer, on va aussi faire la soirée là, au Café Lecture Les Augustes, chez les copains qui ont bien voulu qu'on fasse une soirée dédiée à nos 50 ans là-bas, parce que, comme vous le savez peut-être, et peut-être que tu en as parlé, Maël, on organise tous les mois, et ce depuis bientôt une vingtaine d'années maintenant, les Uscitane. Je les annonce dans chaque émission, donc... Eh bien, parfait. Et les Uscitane qui nous vegliado en colmi per parler de la culture uscitane, d'anne, comme... Kako per parler de la Retsarts ou de la création culturelle. Donc effectivement, c'est une soirée mensuelle qu'on propose aux Augustes les mercredis. On parle un peu de tout ce qui fait l'actualité de l'Occitan, que ce soit par un biais universitaire ou au contraire un biais créatif et culturel. Il peut y avoir des musiciens, des poètes, tout ça. Bref, on navigue donc entre ces deux lieux. Excuse-moi, je suis un petit peu long, Maël. T'inquiète pas, on a tout notre temps là. C'est parfait. On navigue donc entre le centre Jean Richepin et le Café Lecture. Est-ce que tu veux que je rentre un peu dans le détail sur le programme ? Ah bah oui, vas-y. Bon, on l'a un peu conçu avec les copains de l'association en plusieurs temps. Ce qu'on s'est dit justement déjà, c'est que c'était important que les adhérents, mais c'est ouvert à tous, hein, attention, c'est un événement grand public, mais on puisse aussi, nous... prendre possession de l'histoire de l'association, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Finalement, on ne la connaît pas plus que ça, parce que 50 ans, en fait, ça remonte quand même à loin, sans en avoir l'air, de mémoire d'homme. Et donc, surtout qu'on fait quand même partie des jeunes, tous les deux. Surtout toi, moi, je suis de moins en moins jeune, pauvre. Le temps passe, ce qui est terrible. Et... Pardon, je bois un petit coup. Et donc, le matin, on va plutôt
recevoir des gens qui ont fait l'histoire de l'association sous forme d'une succession de témoignages, d'ailleurs que tu animeras, Maël. Et donc on va parler à la fois de ce moment fondateur de création de l'association en 1974 avec Roger Tolat. On va parler de la revue qui est éditée depuis 1975 ou 1976, donc très peu de temps après la création de l'association. Il y a une revue qui a été éditée qui s'appelait Parlin et qui est devenue Parlin Vai Capau, qui est une revue qu'on édite encore tous les 3 mois, elle est au 63, mais qui a une vocation plus large. Et donc là, je pense que... Et qui est disponible aux Augustes, d'ailleurs, si vous voulez la lire. Tout à fait. Et après, n'hésitez pas à contacter Dio si vous voulez vous abonner. Et donc cette revue l'histoire de cette revue sera évoquée par Jean-Pascal Goudounesque. On parlera aussi d'associations périphériques qui ont été périphériques mais non moins importantes, qui ont été aussi créées un peu dans la foulée de l'IO, et notamment l'association Tsartsapai. Tsartsapai, c'est une association, un peu l'association dans laquelle a été très très actif Philippe Marmy, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait beaucoup de collectage, qui a animé beaucoup de veillées. C'était beaucoup autour de la musique et c'était vraiment... ils étaient assez sur le secteur tiernois, mais pas que. Hein. Ils ont édité des disques hyper intéressants où c'est un mélange de collectage et de création musicale. Donc Tsartsapai, c'est une association qui est importante dans l'histoire de l'occitanisme et de la musique trad en Puy-de-Dôme. Et puis on va aussi parler des veillées occitanes. Enfin bref, le matin, en gros, on va parler de tous les temps forts et toutes les activités fortes de la section. Ensuite, le midi, on va proposer à ceux qui le souhaitent de nous rejoindre pour aller manger au Quorum Saint-Jean. Donc toujours dans le même quartier, le quartier Saint-Alyre en fait. Exactement. L'idée, c'est vraiment que vous n'ayez pas à prendre votre voiture de toute la journée. Il faut en profiter. Ça tombe bien, j'en ai pas. Super. Et ensuite, après avoir bien mangé, quand je serai un peu couché, quand on sera bien plein, eh bien, on retournera au centre Jean Richepin où là, on va montrer qu'il y a aussi que le mouvement occitaniste est aussi traversé par de grands enjeux contemporains. Vous savez qu'un des enjeux principaux aujourd'hui, c'est quand même la question du féminisme. Et donc, on va animer, Isabelle Delorme animera une table ronde sur le thème suivant, les femmes, l'occitan et l'occitanisme. Voir quel a été le rôle joué par les femmes dans la transmission ou non de la langue, donc dans une entrée plutôt sociolinguistique, et ensuite voir aussi quels ont été leur rôle, au pluriel, dans le mouvement occitaniste. Et ça, on l'abordera avec 3 invités, donc Josiane Guillot, dont on a déjà parlé, qui illustrera le fait aussi que l'IO 63, c'est une association un peu particulière, parce qu'on est l'une des rares, je pense, associations départementales où il y a eu plus d'années de présidente que de président. Donc ça, c'est assez remarquable. En plus de Josiane, il y a eu aussi Odette Brognaud-Lafont. Exactement. Qui a été présidente 10 ans. Donc si on cumule Josiane et Odette, faites le calcul avec moi, ça fait 10 plus 17, ça fait 27. Sur 50 ans d'histoire, il y a eu plus de présidentes que de présidents. Donc vivement qu'une jeune femme reprenne la suite dans peu de temps. Et donc voilà, on évoquera ce sujet avec Josiane, conteuse, auteure, toujours vice-présidente de l'IO. On évoquera le sujet avec Cécile Chadeuil. Pour ceux qui connaissent un peu... Michel Chadeuil, son père, c'est un écrivain limousin excellent. J'adore ce type, il écrit tellement bien. Et donc sa fille est aussi poète. Et donc elle viendra aussi parler de sa place peut-être en tant que fille d'occitaniste, avec un papa qui lui a été un gars très 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 investi dans le mouvement, qu'il est toujours, et comment en tant que fille on trouve aussi sa place dans ce mouvement ou pas. Je pense que ce sera assez intéressant son témoignage. Et d'ailleurs c'est aussi une très grande poète puisqu'elle a reçu le prix Jasmin. Sans doute, je ne le savais pas, tu me l'apprends. Oui, elle a reçu ce prix-là, et puis elle est quand même très connue maintenant dans le milieu occitaniste, Cécile. Tout à fait. Et la 3e personne, on aura la chance d'accueillir Josiane Hubaut, qui est déjà venue aux Occitanes. Qui est déjà venue aux deux Josiane, donc. Ouais, 2 Josiane, il ne faudra pas s'en mêler les pinceaux. Et Josiane Hubaut, c'est une grande dame, hein, une grande dame de l'occitanisme, parce qu'elle est une ethnobotaniste très reconnue, particulièrement en domaine languedocien et provençal. Et elle est aussi, attention, le gros mot, lexicographe. C'est-à-dire que c'est une spécialiste dans l'art de créer, de rédiger des lexiques.
et dans l'art aussi d'écrire donc l'occitan. Donc c'est aussi quelqu'un qui a, à la base elle est scientifique, ça s'appelait Amael, mais elle a aussi une formation, elle a aussi beaucoup de production en tant que grammairienne, lexicographe. Donc voilà, c'est vraiment une dame qui a une double culture très scientifique et très, très littéraire aussi en matière d'occitan. Je suis très long, je suis désolé Maël, faut me dire. Hein, non, t'inquiète pas. Elle a fait notamment, il me semble, des lexiques justement sur les plantes. En liant du coup ces deux expertises, quoi. Tout à fait. Je vous invite à aller sur son site internet. C'est fou la production d'ouvrages qu'elle a pu rédiger. Elle doit être à une quinzaine d'ouvrages. Peut-être même plus, et d'articles. D'articles aussi, oui. C'est impressionnant, peut-être, je sais pas moi, 80 articles scientifiques dans diverses revues reconnues. C'est très impressionnant. Donc voilà, ça devrait être un super débat. Je doute pas qu'il sera super bien animé aussi. Et après tout ça, donc après 2 heures de débat, on aura des ateliers grand public. C'est-à-dire que tout à chacun, c'est déjà le cas l'après-midi et le matin, hein, tout à chacun est invité à venir. Ah oui, vous pouvez venir, effectivement, oui. C'est vraiment ouvert. Ça peut faire un peu entre soi, mais en fait, c'est aussi l'occasion d'inscrire la dynamique de cette association dans le grand mouvement de défense de la langue et des langues minorisées en règle générale. Et donc après cette table ronde de l'après-midi, entre 14h et 16h, on enchaîne avec donc des ateliers grand public, 3 ateliers. Un qui va plutôt être pour les enfants. Si certaines personnes viennent avec des plus jeunes, il y aura des jeux, il y aura des comptines, il y aura des petites chansons. Il y aura ensuite un atelier animé par Étienne, qui était venu la dernière fois, et Didier Champion, que certains connaissent peut-être, qui est une figure fondatrice et emblématique des Braillots, qui animeront un stage de chant. Qu'on avait interviewé d'ailleurs en août. Oui, tout à fait. Et donc, ils nous animeront, pas un stage, pardon, mais un atelier de chant. Et ensuite, il y aura un petit quiz culture générale occitaniste. Donc là, on se répartira dans 3 salles différentes du centre Jean Richepin. Et puis ensuite, ce sera vraiment l'heure. Je pense qu'on aura tous la gorge très sèche. Et qu'on sera le moment de boire un bon petit canot. Et qu'on se débanera dans le café léger de l'Uadusti. Donc on ira boire un petit apéritif tranquillou aux Augustes après. À 18h du coup. 18h. Ou d'ailleurs, je tiendrai le bar toute la soirée, si vous voulez savoir. Autant vous dire que Maël aura ce soir-là une fonction déterminante. Mais je ne tiendrai seulement en occitan. Bravo. Et donc on terminera par comme quoi la journée sera dense, hein, des contes avec l'excellent conteur Didier Huguet, conteur du Nord-Cantal, et Josiane aussi, qui sera particulièrement sollicitée ce soir-là. Josiane Guillot, du coup, la nôtre. Et non pas Hubo. Et pour terminer, un concert avec Tripou, un trio festif de musique occitane, qui nous viennent plutôt du sud. Donc avec l'idée, vous voyez, dans une journée, qu'on parle à la fois de ce qui s'est fait en Puy-de-Dôme, et d'inscrire ça dans des dynamiques plus larges régionales, et voire dans des dynamiques fédérales et nationales, en invitant des gens de l'extérieur et des groupes de musique de l'extérieur. Donc on essaie de pas seulement se regarder le nombril, mais d'inscrire notre histoire dans la grande histoire de l'occitan et de l'occitanisme. On essaiera de faire mieux que les Cantalous. Pas facile. Ah, c'est pas facile, oui. Pas facile. Tu nous avais proposé d'écouter une musique, du coup, comme à chaque fois. Donc, les invités proposent des musiques. Qu'est-ce que tu... Non, d'abord, nous allons tout de même faire les actualités, du coup, en plus de... avant de lancer la musique. Donc, on a un café Occitanas. C'est ça. Ce sera avec Jean-Marc Leclerc, qui viendra nous parler d'un ouvrage qu'il a sorti il y a longtemps, qui s'appelle Ukraine. Et vous comprendrez que... Ukraine, Kiko. Ah oui. Pardon, je l'ai mal prononcé, peut-être. Et donc, vous comprendrez que c'est Ukraine, et que de fait, au regard de l'actualité, ça nous paraissait important de pouvoir évoquer avec lui ce pays qu'il connaît bien. Voilà. Jean-Marc Leclerc, d'ailleurs, qui est occitaniste, mais aussi espérantiste. Oui, tout à fait. Donc, les gens qui défendent la langue espéranto. Donc, ça devrait être fort intéressant. Et ça sera à l'heure où est diffusée cette émission, le mercredi prochain. Oui, c'est ça. Puisque j'ai plus la date exacte. Mais attends, si le 19 c'est les 50 ans, on fait le calcul. 18, 17, ça doit être le 16. C'est le 16 novembre. Ouais. Le 16 octobre. 16 novembre. 16 octobre, oui. À 20h30 aux Augustes. Tout à fait. Et ce sera le collègue Christian Bonnet qui animera la soirée.
Certains connaissent sans doute. Mm. Donc nous allons passer à la musique et ensuite nous passerons à la partie 2 où nous parlerons en occitan. Est-ce que tu veux nous décrire un peu pourquoi tu as choisi cette musique? Alors déjà parce que... Et quelle est cette musique aussi? Alors ouais, déjà j'ai choisi cette musique parce que c'est une chanson de Sourdure. Sourdure qui est un artiste tiernois qui a déjà la grande qualité d'être membre de l'IO et qui par ailleurs fait de la musique absolument géniale, qui mélange inspiration trad, musique électronique, musique expérimentale. Et il met tout ça dans sa grande marmite et ça fait une musique inouïe au sens premier du terme. Je suis convaincu que ce que vous allez entendre, vous ne l'avez pas souvent entendu. Et ça ressemble à la fois à une didounelle, une comptine telle que pouvaient le raconter les vieux dans les collectages poussiéreux des années 60-70. Mais ça ressemble à du gros rap américain. C'est plein de sons dans tous les sens. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial, particulièrement ce morceau-là qui s'appelle Clavet Clavet. Et c'est parti. Et oui. Badabe Rama kita kata bifabei Sinarena sulla gafalei Leva virale kakwe shamei Rama kita kata bifabei Sinarena sulla gafalei Leva virale kakwe shamei Tumba c'è lasagna sognate Clava cava brama badabe Rama gita kata bifavei Sinarena sulla gaffalei Leva virale kakwe shamei Et vous êtes toujours sur Radio Campus Clermont, dans l'émission OVOC, l'émission qui vous parle d'occitan et de langues minorisées en Auvergne. Alors finalement, nous n'allons peut-être pas parler en occitan, puisque nous allons parler d'un autre sujet qui tient à cœur Laurent et qui est relié à l'occitanisme. Et comme cette émission a pour but de vous faire découvrir l'occitanisme, je me suis dit qu'il valait mieux en parler cette fois-ci, faire toute l'émission malheureusement en français. Oh, ma buttare un po' d'uscito de Et dia, ouais, chevalier. nous pouvons butter un po' d'uscito. Cos farò, c'est un problème. Donc, Laurent, de que tu voulais nous parler? Bah, et après de se dire que pourrions parler un peu de collectades, parce que vous m'avez dit que cacuero un peu pas chaud, et qui est vrai que je pense que faut d'uscito parce que faut de collectades. Donc oui, ce que je disais, c'est que on peut parler un petit peu de collectage, parce que moi, c'est ce que je dis toujours, je pense que si je ne faisais pas de collectage, je ne ferais pas d'occitan. C'est-à-dire que c'est mon moteur principal, moi, c'est que la langue soit un support à la rencontre. Ce que j'aime avant tout, c'est rencontrer les gens,
Et la langue Est-ce qu'avant ça, tu peux expliquer un peu ce que c'est un collectage pour les gens au cas où qui ne sauraient pas? Bien sûr. Parce que le nom est un peu étrange. Et le collectage, c'est un truc tout bête. Vous frappez à la porte des gens, vous leur dites que vous êtes intéressé par la langue, et soit ils ouvrent pas la porte, soit ils ouvrent la porte. Et vous les collectez. Et vous les collectez, c'est-à-dire que vous prenez du temps avec eux pour prendre des notes, enregistrer, parfois même filmer s'ils sont d'accord, pour essayer de recueillir un maximum de matière qu'on peut encore récupérer auprès des gens, et Dieu sait que les gens ont encore des choses à dire. Donc ça peut être aussi bien au niveau de la langue, de la musique, de la danse, enfin tous les aspects culturels ou même des histoires de vie. Hein. Tout à fait. Maintenant, on va beaucoup sur les histoires de vie. C'est vrai que le fonds de patrimoine culturel immatériel a quand même pas mal disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de collectes en musique, notamment dans les années 70 et 80, par les copains des Braillots, par exemple, ou par l'Agence des musiques des territoires d'Auvergne. Bon, faut pas se leurrer, la pratique de la musique trad, aujourd'hui, elle a été très réinventée. Mais je veux dire, des gens qui pratiquent encore la musique trad de tradition, de tradition orale, il n'y en a plus vraiment. Donc, sur les aspects de musique, il y a encore quelques trucs à collecter, mais c'est pas non plus c'est pas le fond aujourd'hui de ce qu'on peut récupérer des gens. Par contre, les gens, ils sont tout à fait en capacité de raconter leur vie dans la langue, dans une belle langue, parfois sur des choses assez contemporaines. Moi, j'ai fait des fois des collectages de gens qui me parlaient de l'usine. Sur le secteur de Thiers, vous savez qu'il y a une grande tradition industrielle, et il y a des gens qui me parlaient des forges Gauvin, enfin c'était génial quoi, et tout ça dans la langue. Donc on n'est pas forcément obligé de parler des bœufs, comme on attelait les bœufs, on peut aussi parler plein d'autres sujets, et ça c'est extraordinaire. Bref, c'est une langue, on peut parler de tout en fait. C'est ce que Maël s'efforce de démontrer avec cette émission. Tu voulais nous parler d'un film ? Oui, oui, ça peut être un peu le prolongement de notre échange. Peut-être avant ça, dire qu'effectivement, pour revenir au collectage, tu me permets Maël, je fais une petite circonvolution, mais moi j'invite tous les gens qui s'intéressent à la langue à en faire du collectage, parce que c'est génial, et c'est un super moyen de progresser dans la langue. C'est-à-dire que si vous participez à des ateliers, si vous lisez des bouquins, c'est génial, mais si en plus vous allez voir les gens qui causent, c'est encore mieux, ça prend d'un coup une toute autre dimension, parce que on se rend compte que la langue fue suscieta, c'est-à-dire que la langue est la matrice de rapports sociaux que vous pouvez avoir. Et ça change tout. C'est pas juste un objet de curiosité, ça devient un objet de vie. Je sors les grands mots aujourd'hui. Moi, j'en ai fait une centaine de collectages. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un coin du Puy-de-Dôme, si ce n'est peut-être les Combrailles, que je connais beaucoup moins, mais où je ne sais pas où sont les gens qui causent. Je pense qu'il y en a beaucoup dans les Combrailles, ceci dit. Sans doute. Et je ne connais pas assez, il faudra qu'un jour on y passe davantage de temps, Maël. Mais ça veut dire que où que vous soyez en Puy-de-Dôme, quasiment partout, peut-être moins en Limagne et vraiment en ville, mais quasiment partout ailleurs, et Dieu sait que ça fait la majorité de la surface du Puy-de-Dôme, il y a des gens qui causent. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si tu en avais déjà parlé dans une précédente émission, Maël, qu'on a mis en place depuis 2 ans ce qu'on appelle des résidences de collectage. Des résidences de collectage. Alors de quoi? Oui. Eh bien, l'idée est de passer notre gimansado un bil copain de l'association dia un cartel de Puy-de-Dôme pour collecter le monde. Ça veut dire pour prendre le temps de tacouner de partout dans le village, de sonner tout le monde qui parle un quart le patois pour faire d'enregistrement, pour faire de films, et pour vivre de cacouille le lien sur le terrain. Coach qui fera intéressant. Donc on passe un week-end où on est hébergé chez des copains et on essaie de voir un maximum de gens qui causent encore. On les filme, on les enregistre, on se sépare en plusieurs groupes si on est nombreux et on choisit des coins. Par exemple, la première qu'on a fait, Querove Stantogni. Stantogni, qui Saint-Anthème, en français. Et alors, on s'est rendu compte que rien que dans cette commune, on est juste resté dans cette commune, on a rencontré plein de gens. Plein de gens, avec des fois des gens qui parlent très bien. Ensuite, on a été en Limagne, parce qu'on s'était dit qu'il fallait se manier en Limagne, que c'était vraiment un coin assez sinistré en termes de langue. Et c'est vrai, on a récolté quand même un peu moins de matière qu'ailleurs, mais on en a récolté quand même. Parce que ne nous y trompons pas, la Limagne, ça parlait occitan, mais par contre la pratique a peut-être régressé un peu plus tôt que dans des zones plus montagneuses. Selon Pierre Bonneau d'ailleurs, en tout premier à Rion. Ah ouais. Le Francis Jacheux, oui. Vangué de Rion, parce que Coenoyard de Noutabe. Eh ouais.
Et après, de la Hana d'après, pas directement, ma Wekarmu. D'accord. Et le Dari Lokutu de Wekarmu, ouais, ça dit la Zanada 40. Bah, sabepat, sabi kaven obtiot vidéo amikivek qui zarza. Oui. Bah, Oui, on a une petite vidéo de Gerza, d'un monsieur. d'un monsieur qui parle l'occitan de Gerza. Ouais. Alors ça, c'est un document très précieux. Et une vidéo assez récente quand même. Ouais, qui doit avoir 5 ans. Ça devait être juste avant 2020. Et puis, de toute manière, à Clermont, il faut se dire que même si les gens ne parlaient pas forcément le patois de Clermont en tant que tel, enfin, s'il y en avait, mais qu'en plus, il y avait plein de gens qui parlaient le patois d'ailleurs, et qu'au final, ça faisait une grande marmite d'occitan, en fait, avec des gens qui venaient du Sancy, des gens qui venaient du Livradois, du Nord-Limagne, machin, et qu'en fait, il y avait plein de gens qui parlaient. Et puis, on a fait aussi une résidence dans le Sancy, où alors là, c'était le pied total, parce qu'autant vous dire que dans ce secteur, ça cause, et ça cause parle. bien. Ouais, c'est impressionnant là-bas. Et voilà, on a fait quoi d'autre? Et les Combrailles aussi, où on a eu de belles rencontres. Oui. Ouais. On a eu de belles rencontres. C'est intéressant, les Combrailles, c'est vraiment des parlers de transition. Donc, en fonction d'où vous êtes, si vous êtes plutôt au nord ou au sud, vous êtes parfois sur des parlers qui sont très, très proches du parler moyen du Puy-de-Dôme, et puis parler central, on va dire. Et puis, quand vous montez, vous arrivez à des choses qui sont assez francisées, en tout cas qui ressemblent vraiment du parler du croissant. On a parfois eu des surprises. C'était assez intéressant. Alors, le croissant, pour précision, c'est la zone qui traverse le sud de l'Allier, donc Montluçon-Vichy, et je ne sais plus exactement où dans la Creuse. La moitié de la Creuse, la moitié nord de la Creuse. La moitié nord de la Creuse, ouais. Et qui est du coup une zone d'interférence entre l'occitan et la langue d'Ouï. Donc où la langue fait des choses assez spéciales là-bas. C'est très intéressant. Ça va un peu dans tous les sens. Donc bon, tout ça pour vous dire qu'on fait ces résidences-là, et que aussi c'est une super manière de... Alors moi j'y tiens beaucoup, ça c'est un peu... En tant que président, de temps en temps, je m'amuse à faire des grands discours. Et ça, c'est un point du grand discours qui m'est hyper cher, c'est de se dire que la transmission, elle ne se fait pas que par l'IO, mais aussi par les gens qui causent. Il n'y a pas forcément... Que toute personne qui parle encore un tant soit peu la langue, bien ou moins bien, fasse aussi œuvre de transmission. Et pour nous, c'est des moments où on apprend plein de choses en allant rencontrer des gens qui parlent encore. On n'a pas la science infuse avec Maël et avec les autres. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sait plus ou moins, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et quand on rencontre les gens, je vous assure qu'à la fin d'un week-end, on apprend forcément des choses. Alors, on a toujours des surprises. On a toujours des surprises. Comme cette vieille dame qui roulait extrêmement les airs, d'ailleurs, au Nord-Limagne. Oui. Moi, ça m'a surpris. Oui. Exactement, à Saint-André-le-Coq, très exactement, qu'on n'a pas pu vraiment enregistrer malheureusement, parce qu'elle était un peu sauvage, mais alors elle vous parlait en français avec des R roulés, on se serait cru dans le Quercy. Et pourtant, c'était une dame de Saint-André-le-Coq. C'était hyper intéressant. Et je ne sais plus où je veux en venir, peut-être la limite de l'exercice aujourd'hui, il faut savoir avoir un regard un peu critique de ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas le temps, tous autant qu'on est, de valoriser à hauteur de ce que ça devrait, ces enregistrements-là. Donc aujourd'hui, on travaille un peu dans l'urgence, on se dit, il faut aller rencontrer des gens, il faut enregistrer. La matière qu'on collecte, aujourd'hui, on ne l'a pas encore forcément mise en avant par des petites vidéos YouTube, par des podcasts, tout ce genre de choses, ou même par des articles écrits, parce que le temps nous est tous un peu compté en tant qu'adhérents. Et d'ailleurs, plus on est nombreux, et plus on pourra faire des choses. J'en profite pour relancer un appel. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Qui n'ouvre pas cheux. Et d'ailleurs, moi je pense justement que les résidences de collectage, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de se lancer. Puisque pour ma part, j'ai même encore du mal à y aller tout seul, en fait, faire des collectages. Parce que ça peut être quelque chose d'assez impressionnant pour certaines personnes. Donc le fait d'y aller avec d'autres personnes, c'est un bon moyen de se lancer dedans. Et aussi peut-être pour certaines personnes aussi, de s'améliorer dans l'interaction sociale. Moi, je sais que ça m'a quand même pas mal aidé pour aller voir les gens, même si je ne suis pas encore spécialiste là-dedans. Et puis, il faut accepter, il y a des côtés humainement, il y a des côtés forts, et puis il y a des côtés frustrants. Hein. C'est-à-dire que moi, je dis n'importe quoi, mais quand je débarque, moi, j'ai un gros parler du Livradois. Quand je débarque dans le Sancy, des fois, les gens, ils me grimacent.
Ils me disent ah, gars, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez la fameuse phrase c'est pas le patois de chez nous. Bon, au bout de 10 minutes, c'est passé et en fait, on se comprend tout à fait. Mais au début, il faut accepter de se faire un peu embarrer en disant mais attends, qu'est-ce que tu parles, toi? Mais bon, à la moi, fin, il me ça regarde se avec termine, 2 hurons, avec mon patois de Limagne, là. Mais à la fin, ça se termine toujours super bien. Et puis en plus, les gens qu'on a rencontrés une fois, je peux vous dire que quand on y retourne, ils ont tout à fait compris en fait comment on parlait, ils ont tout à fait compris comment ça se passait. Et je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu Jean-Louis, que je ne citerai pas nommément, mais un certain Jean-Louis qu'on était allé collecter dans le Sancy. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, on l'a fait qu'en occitan. On l'a fait qu'en occitan parce que en fait, on s'était rendu compte qu'on se comprenait sans problème. Et donc on parlait pas tout à fait pareil, mais on parlait entièrement en occitan. Et d'ailleurs, plus le temps passe, plus je rencontre de gens et plus je les ai au téléphone et plus ils me parlent dans la langue. Et ça, je peux vous dire que ça me fait super plaisir parce que déjà, ça veut dire qu'ils considèrent que je leur parle à un patois qu'ils comprennent, donc ça veut dire que je me suis amélioré. Et puis en fait, ça veut dire qu'ils ont eu hyper plaisir à la rencontre et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de recommencer. Oui, parce qu'on met aussi en valeur ces gens-là qui des fois peuvent être un peu oubliés. C'est ça. C'est ça. Bref, et donc, si on poursuit le cheminement ensemble, Maël, Oui, dans la mise en valeur. Si je vois à peu près où tu veux en venir. Tu veux en venir, c'est ça. Qui crée le moment de vous parler d'un projet de l'IO 603, notamment d'un film documentaire. Un collaboration en Belamta, la zanche de la musique territoriale d'Auvergne. Kiko, et qui est un film sur le loup-tutu dans l'Uradé. Moi, je suis du Livradois, j'y suis très attaché, sans chauvinisme, le monde est ouvert, mais quand même, c'est beau le Livradois, disons-le. C'est quand même un peu mieux Rion. Bon, c'est vrai que Rion, c'est cool aussi. Et Clermont, n'en parlons pas, c'est génial. Mais, bref, on s'est dit, on va se concentrer sur un territoire avec l'association et on va faire un film. Et un film est de dire, il y a ma de monde qui parlent enushito. Ils disent le patois, au l'auvergnat, notre disant l'occhito, mais cinq foutins parlant de la même langue. Et dans que documentari, le monde timonion de leur rapport bilingue, de leur rapport amoureux bilingue. C'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on allait les voir, on leur a pas parlé comment vous attelez les bœufs, comment ça se passe à l'usine, on leur a juste demandé leur relation à la langue. Pourquoi, quand on allait les voir en 2021-2022, ils parlaient encore? Ça paraît tellement fou, parce que cette langue est tellement plus visible dans l'espace social, malheureusement, qu'on pourrait tous se dire, plus personne parle. Eh bien si, ces gens-là, ils parlent encore, ils ont plaisir à parler, et ils ont eu super plaisir à nous recevoir. Donc voilà, ces gens nous exposent un peu la manière dont ils ont appris, la manière dont ils ont continué à pratiquer la langue, et leurs espoirs et leurs doutes quant à son avenir. Et en fait, on se rend compte que les gens, ils tiennent parfois des propos qui sont aussi bien, voire mieux tenus que ce que nous, on peut faire comme association de défense de la langue. Et c'est ça qui nous importait, c'est de voir qu'ils avaient des choses à dire, des choses parfois très militantes, parfois très naïves. Ça dépend des gens, ça dépend des niveaux de discours. Mais que dans tous les cas, et parfois aussi avec beaucoup d'émotions pour certains même. Tout à fait. Certains parlent vraiment avec le cœur dans ce film. Et le but, c'est un peu d'en faire un film électrochoc. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que les gens... On a eu des bons retours pour le moment. Je pense qu'on en aura d'autres. On a essayé de faire un film chiadé, un film bien monté, un film avec de belles images, avec du beau son. C'est notamment Sourdure, dont on parlait tout à l'heure, qui a fait la musique. Et c'est un artiste de qualité. On a eu l'intervention de Thomas... qui est un alias Acapan, qui est un super graphiste, dessinateur tiernois, qui nous a fait des petits passages de transition. Et donc, je crois que c'est un bel objet. Et on peut surtout aussi mentionner Julien. Et Julien Sagne. Je me rappelle son nom de famille. Sagne, voilà. Tout à fait. Si tu veux le présenter. Bah oui, Julien qui a été... parce que j'ai travaillé à l'AMTA pendant 2 mois. Mais du coup, ça a été un peu un collègue de travail, puisqu'il travaille à l'AMTA en tant que monteur, notamment. Donc il nous a fait un super montage. C'est un orfèvre du montage. Il est aussi discret qu'il est bon dans son travail. Et il est en train d'apprendre la langue. Forcément, il a bien été obligé parce que, je le répète, le film a été entièrement filmé en occitan. Lui ne parle pas et donc il a fallu qu'il s'y mette. Alors nous, il a fallu aussi qu'on passe un temps de ce qu'on appelle dérochage, donc dérussage. Qu'on prenne un temps parce que le temps d'écrire un ushito et un français, chaque mot de chaque personne comprend un temps pas possible.
Ma alla fi, quand j'ai un bon pot, de Giulio per faire le montage, et pense qu'à la fi, qu'on fait nos braves résultats. Et voilà, ce film, on l'a déjà sorti, on l'a déjà inauguré, l'inauguration qu'on se faisait au début de septembre, vers Tulaio, en l'urade, en lugar de l'utopie, en collaboration, en association avec la communauté commune Humbert l'urade Foury. Et on a eu la chance d'avoir une 60aine de personnes, c'était chouette. Ensuite, on a fait une projection avec Fouille, Faille le Château, avec Sauvia à côté de Courpierre. Et on en a plein d'autres en perspective, notamment avec Linné. Linné, c'est Glenn Montaigu, le 21 novembre, c'est un jeudi soir, en association avec le Pays d'Air et d'Histoire de Véblivien, donc avec le Pays d'Air et d'Histoire de Billon Communauté. Notre, le lendemain, nous remet la main avec Tchoulière, donc à Thiolière le 22 novembre, c'est un vendredi soir. Biobe qui pas encore complètement arrêté qu'elle a faire, mais normalement une autre projection à Brousse, ve Borso, toujours en Jurade, le 8 de décembre, et puis une autre le 14, qui est un sat, le 14 de décembre, Vétière et la médiathèque Maurice Adevapeuf, qui est le bravo zanto médiathèque de Vétière, est complètement nouveau. Et pendant Yomi, il y aura chaque sat n'animation à l'entour de la langue. Et un concert de sourdure pour commencer, préco le projection d'un film, biobe préco le vendude et le projection d'un film bi l'amique Bedel. Et puis, nous remet la main de conte Bilo Giusiano Guillaume, qu'on veut dire que pendant Yomi, il y aura l'exposition Parole dans le pays et un pouillot d'animation, pour que le monde de tiers, comment dire, un Eugigues on parlait, Eugis on pardon, Luchito et la langue do pays. Et ben, vous faites un bon pot de date. On pourrait espérer aussi qu'il soit diffusé au Rio, à Clermont. Eh bien, pire de que pas. Puisque nous sommes à Radio Campus Clermont. Ah oui. Il me semble que c'est dans les projets, non ? Ouais, pourquoi pas. Je pense qu'on le projettera aussi dans le cadre d'une Occitane, sans doute, l'année prochaine. Ça serait bien sûr, oui. Et pas eu pire de que ça pas serait de moins bonne qualité tout de même que dans le Rio. Qui irait. Et pas eu pire de que pas un jour de Salut Braillot, un lot début d'un bal, ça va pas, l'encore. Oui. Et ben, coup, c'est des affaires, ouais, de Salut Braillot, pas la volcanique. De que un film, Mako? Le Place des Chiemples. Ah ouais, qui va, qui entre le stagiaire et dans CFPO qui n'est pas public. Oui, correct. L'idée, quand je regarde n'infouer nos projets d'avant un bar, il y a toujours un brave soupa. Il y a toujours un brave soupa, Salut Braillot, et puis après le monde qui danse, et il y a toujours un moment entre les deux que Arcer, ils errent justement, il y a une balle. Ah, qui est vrai qu'il y a le bal de l'Évendagne. Et ouais, bah il y a eu tienne d'ailleurs. D'accord. Et par la vinta vu nour, commencement de balle, ils errent un quart de manzé. Kiko. Ça doit dire un petit moment entre les deux, parce que le film ne dure pas longtemps, il dure 45 minutes. Ah oui. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Mais 3 quarts d'heure de bombe. Et pardon, je suis bavard, mais bon, j'en profite. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'exprimer sur cette belle radio. Tu peux être bavard ici, c'est le but. Exactement, mais il y a un truc qui est super avec ce film, c'est que les gens qui sont dedans, ils sont hyper fiers. Et ils sont en train de devenir les premiers ambassadeurs du sujet. C'est-à-dire qu'un gars comme Dominique Voris, par exemple, il est maire d'une commune. Aujourd'hui, il se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la langue ?
Je pense à Claudette Gervais, qui est une vedette locale. Claudette, elle parle tellement bien, elle parlait d'Oliergue. Tu sens qu'elle a envie aussi elle répond toujours présente, aussitôt qu'il y a une animation à faire, à droite ou à gauche. Donc ça a motivé les gens à parler du sujet et à faire des choses pour défendre la langue. Et ça, c'est ce qu'on peut se souhaiter de meilleur. Bah, effectivement, ce qui serait bien, c'est de pouvoir relier un peu le mouvement occitaniste plutôt militant, que nous représentons surtout nous deux, plutôt le côté néolocuteur en fait, Oui. avec les gens qui parlent patois. Exactement. De pouvoir faire la liaison entre les deux, ce qu'avait tenté de faire Pierre Bonneau d'ailleurs, il me semble. Oui, ça pouvait être une de ses entrées. En tout cas, ce que tu dis, moi je trouve que c'est fondamental. On ne peut pas défendre la langue contre les gens. On ne peut la défendre qu'avec les gens. Je vais faire un peu d'autocritique, mais le mouvement occitaniste a pu à un moment avoir tendance à faire beaucoup de la leçon aux gens qui parlaient encore, en leur disant appelez pas ça le patois, c'est de l'occitan. Et en fait, au lieu de s'appuyer sur les gens, on était plus en train de leur faire la leçon. Moi, je suis convaincu que les gens sont suffisamment intelligents pour un moment ou un autre faire le pont entre ce qu'on appelle l'occitan et eux, la langue qu'ils ont entendue petit. Il faut juste leur donner des occasions d'entendre ce pont-là. Donc en fait, il faut juste créer des moments où les gens vont faire le lien entre la langue occitane et le patois, pour faire simple. Et une fois qu'on a embarqué les gens, on refait une langue, on recrée des moments de langue et de société et des moments populaires aussi. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'avoir un discours un peu intellectuel, on essaie aussi d'avoir des moments simples où la langue, elle vit, quoi. Elle sort, elle est exprimée, et on n'a pas besoin pour ça d'être dans une conférence d'un éminent occitaniste, même si c'est passionnant, et j'invite tout le monde à venir de temps en temps aux Auguste, parce qu'on apprend une quantité de choses. En gros, qu'on puisse utiliser la langue dans tous les niveaux. Et ça, c'est super. Bref, c'est un bel enjeu. Un bel enjeu, et puis en plus, je suis convaincu, moi, que c'est aussi comme ça qu'on sera peut-être plus nombreux. Alors on sera peut-être plus nombreux avec dans une association, on a des gens on a des gens qui vont être plutôt des militants, puis on a des gens qui vont plutôt venir avec le cœur, et en fait c'est toutes ces entrées-là et toutes ces volontés-là qui font qu'une association est puissante. Et je pense qu'il y a plein de gens qu'on peut aussi faire venir avec le cœur. D'ailleurs, c'est surtout, il me semble, le cas quand même des gens qui vont aux ateliers. Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas, tu avais refait un peu la pub des différents ateliers. Surtout ceux de Clermont, du coup, puisque c'est Radio Campus Clermont. Et ceux de Saint-Bonnet, puisque c'était Étienne qui était invité. Tout à fait. Et c'est de super ateliers avec de super animateurs. Mais je fais aussi de la pub pour les autres, j'en profite. Vous avez dû en parler. On les a mentionnés. Ok, d'accord, très bien. Parce que oui, effectivement, tu en animes un. Ouais. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que vous pouvez venir en cours d'année. On se débrouillera, nous, en tant qu'animateurs, pour vous intégrer. C'est-à-dire que même si c'est aujourd'hui que vous tombez sur cette émission au hasard et que vous dites « mais en fait, le sujet est vraiment génial, je veux absolument m'y mettre », c'est pas parce qu'on est mi-octobre. On espère. C'est pas parce qu'on est mi-octobre qu'il faut s'interdire de venir. Donc, contactez-nous et on essaiera de trouver toujours une solution pour vous intégrer dans nos ateliers. Tu animes lesquels déjà? Alors, Weimber et Vesuir. Correct. L'an passat fa gioco en cu animació bil València Peu, ma le València qui un étudiant est partigué en Catalunya dans le cadre du programme Erasmus, a donc temps et pas dans le pays, a donc io che prengue lo sego, buio bema per Iona, et poi l'an que veut virer sur le València Turno, per tourner prendre le sego. Alors qu'il est vrai qu'il y a un bon pot de monde vers Vesuir, que je serais intéressant d'être moins nombreux. Donc, il y a de la place pour devenir bigam plagi. Eh ben oui. Et moi tu oui Carmou et oui Samboun. Ah, forcément.
Bien, ma foi, il nous reste 6 minutes. Est-ce que tu as un dernier mot? Bon, je vous fais un petit résumé de ce que moi, en tout cas, je pense à ce qu'il faut, à mon avis, qu'on parvienne à faire. Donc, faire le lien avec les locuteurs, les mettre dans la poche, faire en sorte que cette langue, elle redevienne une langue de sociabilité, faire en sorte que les gens qui apprennent osent aller les voir. Et puis, pas se contenter de discours intellectuels sur la langue, quoi. Vraiment l'aborder aussi de matière pratique. Je pense qu'on est dans un monde où il y a plein de discours et c'est très important, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui saturent un peu du discours et donc il faut savoir aussi jouer sur d'autres tableaux. Il faut tenir des discours, c'est important. C'est ça qui structure un mouvement, d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'on fait ici. Exactement, finalement. c'est ce qu'on fait. C'est ce que tu fais actuellement, d'ailleurs. Ah, tout à fait, je tiens complètement un discours. Là, je ne suis pas du tout dans la position que j'ai quand je collecte. Quand je collecte, je me la boucle et j'écoute les gens. Hein. Attention, moi. Par contre, je me nourris de ça après pour vous casser les pieds pendant une demi-heure sur Radio Campus. Et donc voilà, faut passer par la pratique aussi. Il faut passer par la pratique et ça, c'est génial. Et puis autre chose, peut-être, faut oser aussi, je crois, qu'on en parle aussi à nos élus. Faut pas hésiter à leur parler du sujet. Je répète souvent, alors ça va peut-être paraître un petit peu brumeux pour pas mal de personnes, mais les collectivités territoriales notamment sont régies par ce qu'on appelle le code général des collectivités territoriales. En gros, c'est ce que la loi et les réglementations permettent aux collectivités de faire. Et c'est écrit noir sur blanc que la transmission des langues régionales sont de leurs compétences. Les collectivités territoriales, du coup, c'est genre les communes, par exemple. Alors là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une compétence partagée. C'est-à-dire que le sujet n'est pas l'exclusivité, par exemple, de la commune ou du département ou de la région. C'est comme la culture et le tourisme, ces 3 collectivités ont le droit de le faire. Il y a d'autres sujets où elles ne peuvent pas. La région s'occupe de transport. Le département n'a plus le droit de s'occuper de transport, normalement. La région s'occupe de développement économique. Normalement, le département et la commune n'ont plus trop le droit d'aller sur ces sujets-là. La commune s'occupe d'état civil, c'est pas au département de le faire. Donc voilà, normalement, chaque collectivité a des sujets sur lesquels elle doit intervenir. Il y a quelques sujets qui sont encore des compétences partagées, c'est-à-dire que chacune d'elles peut se l'approprier et le traduire en politique. Et la transmission des langues régionales, c'est écrit noir sur blanc que c'est le sujet des régions, des départements et des communes. Ça veut dire que personne n'est à côté de la plaque quand il va voir son maire en lui disant « Toi, tu dois faire quelque chose aussi pour la langue ». Personne n'est à côté de la plaque quand on va rencontrer le président ou les vice-présidents du département ou son conseiller régional. Pareil et ses conseillers départementaux. Donc n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse aussi, à prendre votre casquette de militant et d'en parler aux élus. Il y a plein de choses à faire. On peut travailler sur de la signalétique, on peut travailler sur le soutien à des associations, on peut travailler sur des animations dans les EHPAD pour les personnes les plus âgées, on peut travailler dans des animations dans des centres de loisirs pour faire découvrir la langue à des enfants. On peut travailler sur la saison culturelle en mettant plus d'artistes occitans dans les programmations de nos belles salles du département et de la région. On peut travailler sur des entrées patrimoniales avec les services patrimoniaux de la région. On peut travailler sur plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Ou même des cours dans des écoles, en fait. Exactement. Encore mieux. Apprenons la langue à l'école. Puisqu'il me semble que la région, c'est les lycées. Oui. Les collèges, le département. Et la commune, les écoles primaires maternelles. Exactement. Exactement. Et ce genre de cours ne voit le jour qu'à partir du moment où les parents en font une demande assez claire. Donc il faut qu'on soit en capacité aussi de mettre la pression. Donc si vous êtes parent, et même si vous ne parlez pas occitan, c'est l'occasion. Parlez-en à votre mère. Ouais. Pas votre maman du coup, mais... Et à votre mère. Merci. Grand Marseille à toi d'être venu. Big grand plagi. E poi normalement sovezan per le 10 anno d'octobre Kiko. Oui. Et le centre Jean-Henri Chopier vous paye un nombreux per le 50 ans de l'IO 603. Je rappelle du coup en français au cas où l'info ne serait pas assez passée, mais du coup le 19 octobre toute la journée à Jean Richepin et à 18h aux Augustes. Les 50 ans de l'IO, et venez nombreux. Grand Marché Lorrain et
Oula. Et au coq. Biplagie à notre comail.